Boker Tov Daniel. Oui, Boker Tov Eline. Alors, nous allons parler ensemble ce matin de l'attentat de vendredi matin, l'attentat qui a surpris beaucoup de personnes en cette matinée de vendredi, avec donc trois terroristes qui sont montés donc sur le mont du Temple et qui ont tiré à l'arme avec des armes, à l'arme à feu, et qui avaient aussi des poignards, si je me trompe pas, sur eux, et qui ont réussi à tuer deux membres de la force de l'ordre israélienne, deux soldats, deux gardes frontières. Deux gardes frontières, exactement. Alors, en quoi cet attentat est-il hors norme ? Pourquoi a-t-il autant surpris toute la population israélienne ce vendredi matin ? Alors d'abord, il est hors norme, on va dire, par le lieu où il s'est produit. C'est-à-dire qu'on a été habitué au cours des dernières années à des attentats dans la vieille ville de Jérusalem, devant la porte de Damas en particulier, mais c'est la première fois qu'un attentat se produit sur l'esplanade du Mont du Temple. Il n'y a jamais eu, depuis 1967, il n'y a jamais eu des tirs, des coups de feu de ce type sur l'esplanade du Mont du Temple. Cela nous ramène, il y a eu peut-être une situation de tension extrême qui rappelle cela. C'était au début de la seconde intifada, tout de suite après la montée d'Ariel Sharon sur le Mont du Temple, mais jamais on a assisté à un attentat qui a été commis sur le Mont du Temple, pour la simple et bonne raison, c'est que même bien entendu pour les musulmans, eh bien, il s'agit d'une zone, d'un site saint sur lequel, eh bien, dans l'absolu, il ne devrait pas y avoir d'armes. Et au maximum, au cours des 2 dernières années, lorsqu'il y a eu des frictions avec les forces de sécurité israéliennes, on a vu des agitateurs du côté palestinien ou du côté des Arabes israéliens. Nous allons revenir pour savoir exactement qui étaient les agitateurs à cette époque. Des tirs de feu de Bengale, de feu d'artifice, mais pas beaucoup plus. Et donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait exceptionnel qu'un attentat se produise sur le mont du Temple. C'est tout à fait exceptionnel qu'il y ait eu des armes sur le mont du Temple, que donc des terroristes aient pu être en possession d'armes. Donc c'est la raison pour laquelle la police enquête actuellement pour voir s'il y a eu une complicité de la part du Waqf musulman. Apparemment, il y a eu une complicité, puisque 3 responsables hauts fonctionnaires du Waqf musulman ont été arrêtés par les forces de sécurité, qu'ils ont retrouvé des armes dans les bureaux du Waqf musulman, ainsi que des documents très compromettants. Donc, effectivement, ça, c'est un cas particulier. Le deuxième cas particulier, c'est le fait que, et dans le cas précis, c'est une dimension tout à fait tragique à cet attentat, c'est le fait que ce soit des Arabes israéliens qui aient commis cet attentat. C'est encore plus rarissime. Ce sont des Arabes israéliens qui ont commis un attentat sur le mont du Temple et qui ont tué des policiers, des gardes-frontières druzes, qui sont donc de nationalité israélienne, bien entendu. C'est-à-dire que mais de langue arabe. En Galilée, on a assisté à quelques dizaines de kilomètres à des obsèques de soldats, de gardes-frontières israéliens qui ont été tués par des Arabes israéliens qui habitaient à El-Fahem, à quelques dizaines de kilomètres de là. Donc c'est tout à fait exceptionnel. Le lieu et également la nature de cet attentat sont tout à fait exceptionnels. Daniel, pensez-vous que c'est quelque part un passage du Rubicon, qu'on a dépassé des nouvelles frontières et que ça va entraîner, de nouvelles choses ? Une escalade de violence. Alors justement, c'est-à-dire, il faut bien préciser que du côté israélien, on a adopté une position très ferme dès vendredi en fermant le mont du Temple. C'est là aussi rarissime. Il n'y a jamais eu de fermeture du mont du Temple. Surtout un vendredi. Donc une interdiction aux prières. Dans la matinée, on a cru que le mont du Temple allait finalement être ouvert vers midi, 1h pour la prière du vendredi, parce qu'il y avait des tractations entre le mufti de Jérusalem, la Jordanie, qui a un rôle important. Il faudra expliquer le rôle important joué par la Jordanie et le gouvernement israélien pour essayer de rouvrir le mont du Temple. Mais finalement, là-dessus, Israël n'a pas cédé, parce que il s'est très vite avéré donc que le Waqf musulman, qui est sous les ordres de la Jordanie, avait une certaine responsabilité, était impliqué, donc comme je le disais, dans cet attentat indirectement. Et donc on a adopté une position très ferme.
tout en soulignant, comme l'a fait Benyamin Netanyahou très tôt dans la matinée, qu'il n'était pas question de modifier le statu quo. Et quelque part, on l'a vu à travers la réaction des États-Unis, c'est effectivement ce que les Américains espéraient du côté israélien, donc une réaction à la fois ferme, parce qu'elle était compréhensible dans le contexte actuel, c'est-à-dire le contexte d'un attentat, mais également le fait qu'il n'y ait pas de modification du statu quo. Il faudra voir au cours des prochains jours et des prochaines semaines comment ce statu quo est maintenu, parce que par exemple, le simple fait que Benyamin Netanyahou, comme je le disais tout à l'heure, a annoncé l'ouverture, le déploiement, par exemple, de caméras qui vont filmer, on va dire, tous les recoins du mont du Temple. Il y en avait déjà beaucoup, il y en aura encore plus. Mais l'installation de portails électroniques qui vont permettre de vérifier, c'est stupéfiant que, on l'a appris vendredi, dans le feu de l'action, on va dire, que eh bien, les fidèles qui rentrent sur le mont du Temple ne sont pas vérifiés à l'entrée de la porte des Lions, par exemple, qui est le point de passage le plus important pour les fidèles musulmans. Il n'y a pas de vérification ni corporelle, ni il n'y a pas de portail électronique qui permettent de vérifier si les fidèles portent des armes ou non, ou portent alors que cela se fait, par exemple, tout le monde le sait, cela se fait à l'entrée du Kotel Amaravi, du mur occidental. Ça ne se faisait pas jusqu'à présent. Il y avait un rapport pourtant qui a été publié, qui n'a pas été mis en application, qui stipulait qu'il fallait mettre des portails électroniques. Donc il y a là une problématique. Et là, ce que l'on peut dire, c'est que le plus dur est presque passé d'une certaine manière. C'est que la journée de vendredi était sous très haute tension, c'est-à-dire il y avait des centaines de Palestiniens qui menaçaient de rentrer à l'intérieur du mont du Temple. S'ils avaient dû forcer un barrage de la police, il est certain qu'il y aurait eu des tirs, il y aurait eu des victimes, et cela aurait provoqué un véritable embrasement, pas seulement dans la région, pas seulement dans l'autorité palestinienne, dans la rue palestinienne, mais dans l'ensemble du monde arabe, parce qu'un attentat sur le mont du Temple, cela embrase, est de nature à embraser l'ensemble du monde arabo-musulman. Mais alors, d'un autre côté, sur le plan diplomatique, on a assisté à quelque chose d'assez exceptionnel, c'est la condamnation de l'attentat par Mahmoud Abbas. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est très, très important aussi. On a quasiment jamais vu Mahmoud Abbas condamner un attentat, mais on l'a jamais vu le condamner de cette manière. C'est-à-dire que Mahmoud Abbas a téléphoné à Benyamin Netanyahou pour condamner cet attentat. Alors, comment expliquer ce geste exceptionnel de Mahmoud Abbas ? Eh bien, il s'agit tout simplement du contexte de la relance du processus de paix dans lequel les Américains évoluent et que les Américains tentent de relancer. Parce que Jason Greenblatt était là cette semaine. Alors, il y a eu Jason Greenblatt, il y a eu des pressions au cours donc de la matinée sur Mahmoud Abbas, des pressions américaines pour condamner cet attentat. Il faut rappeler qu'il y a un mois, lors de l'attentat qui avait coûté la vie à Hadas Malka, Mahmoud Abbas n'avait pas condamné. Et quelques jours après, Jason Greenblatt et Jared Kushner étaient arrivés à Ramallah et ils avaient sermonné Mahmoud Abbas pour ne pas avoir condamné cet attentat. Et donc, tout de suite après l'attentat, Jason Greenblatt a téléphoné à Mahmoud Abbas. On ne le sait pas de manière sûr, mais on sait que c'est au moins une personnalité très importante, très élevée dans l'administration Trump, qui a fait des pressions sur Mahmoud Abbas afin qu'il condamne cet attentat. Et d'ailleurs, Mahmoud Abbas a téléphoné donc à Benyamin Netanyahou pour condamner cet attentat. Et tout de suite après, Jason Greenblatt s'est déclaré très satisfait par le geste de Mahmoud Abbas. Cela veut dire qu'il y a une dimension tout à fait particulière. Cela veut dire aussi qu'il se prépare certaines choses dans l'administration Trump pour essayer de relancer le processus de paix. Et que du point de vue américain, il y a une phrase qui est claire: on ne peut pas vouloir le processus de paix et cautionner ce type d'attentat. Et donc, si on ne cautionne pas ce type d'attentat, eh bien, il faut le dénoncer, il faut le condamner. Et si le Mahmoud Abbas ne le fait pas, eh bien, cela veut dire qu'il ne souhaite pas véritablement faire la paix. Jusqu'à présent, Benyamin Netanyahou, lui aussi, répond à ce genre de relance du côté des Américains, en donnant satisfaction quasiment sur toute la ligne aux Américains. Il faut que Mahmoud Abbas s'aligne là-dessus. Cela est de plus en plus difficile pour lui, mais il l'a fait de ce point de vue-là. Tout cela s'inscrit donc dans le cadre d'une tentative des Américains de relancer le processus de paix. Alors Daniel, vous en avez parlé il y a quelques minutes. Vous avez expliqué que le mont du Temple donc, est aux mains du Waqf, qui est sous l'autorité de la Jordanie. Vous pouvez un petit peu mieux nous réexpliquer en fait qui contrôle aujourd'hui le mont du Temple? Est-ce que c'est la police israélienne puisqu'elle est présente ou... Alors c'est très intéressant. Dans l'absolu, effectivement, Arab Aïd Beyadenu, dont on a beaucoup parlé il y a quelques semaines, ce fameux mot de Motagour, normalement, il existe aussi de facto. C'est-à-dire que c'est la police israélienne qui contrôle le mont du Temple. En fait, la police,
elle n'est pas présente à l'intérieur du mont du Temple elle n'est présente que lorsqu'il y a des attentats, que lorsqu'il y a des émeutes, parce qu'il n'y a pas eu d'attentats, mais que lorsqu'il y a des émeutes, des tensions, la police pénètre à l'intérieur du mont du Temple. Cela s'est produit il y a 2 ans, au début de l'intifada des couteaux, lorsque des activistes attisés par le Cheikh Raed Salah, qui est le leader du mouvement islamiste israélien, de la branche radicale de ce mouvement, avaient déployé au cours des dernières années des mouvements, on va dire des mouvements de jeunes comme les Borabitoun et les Mourabitat, qui sont des mouvements activistes subversifs qui s'étaient déployés sous forme de soi-disant, il s'agissait de jeunes qui étudiaient le Coran sur place, mais en fait c'était des agitateurs. Ils avaient attisé l'attention. Il y avait eu des frictions avec les forces de sécurité, donc je l'avais dit, des feux d'artifice, des feux de Bengale tirés en direction des forces de sécurité. Jusqu'à présent, donc c'était resté comme ça. Mais c'est le Waqf, pour répondre à votre question, c'est le Waqf qui contrôle le mont du Temple, mais il y a aujourd'hui le Waqf et la Jordanie, mais il y a des tensions aujourd'hui parce qu'il y a une volonté. La Jordanie, on va dire qu'elle est considérée comme modérée dans cette gestion du mont du Temple. Il y a des tensions et un bras de fer entre la Jordanie et la Turquie de Tayyip Erdogan, qui veut contrôler le mont du Temple à travers, on va dire, son bras avancé. Le bras avancé du monde de Erdogan, c'est justement les radicaux de Raed Salah, du mouvement islamiste israélien, qui a d'ailleurs été entre-temps mis hors la loi par l'État d'Israël. Ces mouvements dont je parlais, Mourabitoun, Mourabitat, ont été dissous, mis hors la loi. Il n'y en a plus sur le mont du Temple, mais donc il y a un bras de fer entre la Turquie la Turquie et le Hamas d'un côté, qui voudrait s'imposer sur le mont du Temple, et de l'autre côté la Jordanie et l'autorité palestinienne plus modérée, on va dire, qui voudrait conserver le contrôle. Et là-dessus, on va dire que l'État d'Israël est plus proche, bien entendu, de la branche modérée, parce que l'État d'Israël ne veut pas qu'il y ait de radicaux, d'extrémistes de type du Hamas sur le mont du Temple, et donc naturellement, il y a des contacts. C'est pour ça que je parlais de tractation vendredi. Il y a des contacts entre la Jordanie, même les bureaux du Waqf. Mais si le Waqf aujourd'hui se révèle être complice de terroristes, on ne peut pas passer là-dessus. Donc on peut dire que le contrôle du mont du Temple reste entre les mains de la Jordanie et du Waqf, mais il y a des pressions, il y a des tensions, il y a des tentatives de la part de la Turquie pour essayer de prendre le contrôle. C'est tout à fait intéressant de savoir ce qui se passe sur place, ces rapports de force dans lesquels même l'autorité palestinienne donc est impliquée. Merci beaucoup Daniel de nous avoir expliqué. Une dernière petite question. Donc vous l'avez rappelé, il semblerait que le Waqf en fait aurait participé, qui aurait aidé plutôt ces terroristes à avoir des armes. Comment est-ce qu'on peut, sur le plan sécuritaire, on peut vraiment expliquer est-ce que ce serait est-ce que ce serait en fait peut-être déjà une bataille interne, ce que vous venez d'expliquer, entre la Turquie et la Jordanie entre guillemets, où il y a des mouvements de force il est tout à fait possible qu'au sein même du Waqf, il y ait des éléments qui soient plus radicaux, plus proches du Hamas, et donc qui travaillent pour le compte de la Turquie et qui aient décidé eux-mêmes d'introduire des armes à l'intérieur du mont du Temple. Et d'ailleurs, le Shin Bet israélien a affirmé, je vais le citer tout à l'heure dans la revue de la presse, le Shin Bet israélien a affirmé qu'il y avait chez certains Arabes israéliens, donc puisque en particulier dans la localité d'Oum el-Fachem, qui était le bastion, on va dire, du Cheikh Raed Salah, puisqu'il en a été le maire pendant de nombreuses années, il y a des Arabes israéliens qui se rapprochent de plus en plus des mouvements salafistes, des mouvements radicaux et proches même de Daesh, et qu'il n'y a que Daesh qui peut permettre, entre guillemets, que le mont du Temple soit profané de la sorte avec des armes. Et donc, il est possible que cette présence d'armes soit le reflet d'une présence directe ou indirecte de Daesh sur Quand le vous mont du dites qu'il Temple. n'y a que Daesh qui permettrait une chose pareille, ça veut dire que les autres mouvements un peu moins radicaux considèrent que le mont du Temple doit être la sainteté du mont du Temple pour les musulmans doit être préservée. Voilà.
Voilà ce que l'on peut dire en tout cas ce matin. Merci beaucoup Daniel de nous avoir éclairé avec ce qu'on peut savoir jusqu'à aujourd'hui sur cet attentat qui a eu lieu, ce tragique attentat qui a eu lieu vendredi matin sur le mont du Temple, où 2 membres des gardes frontières israéliens, 2 Druzes, ont été assassinés, ont été tués. Voilà. Merci Eliana. On se retrouve nous dans quelques minutes, dans quelques secondes, même peut-être tout de suite après un jingle pour la revue de la presse et des médias israéliens. Tout de suite donc, dans quelques secondes.